Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, la première édition du Forum de Lomé pour la paix et la sécurité, un rendez-vous diplomatique qui permet notamment de formuler des solutions aux différents acteurs africains. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Victoire Tomega Adogbe au nom du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. L'accès universel à l'eau potable au Togo, bientôt la réception d'ouvrages à Blita et Sokodé dans la région centrale. Le ministre d'État Yak Damham était sur place pour apprécier le travail déjà fait. Et puis la semaine africaine de la microfinance, les mécanismes innovants pour une inclusion financière réussie en Afrique. Les travaux ont pris fin hier à Lomé. L'entretien avec le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Luxembourg est à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce samedi. Le Conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République. Les travaux placés sous la présidence du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé ont permis à l'équipe gouvernementale d'examiner 4 projets de décret et d'écouter une communication. Le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Kuigan. Compte rendu du Conseil des ministres du 20 octobre 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 20 octobre 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné 4 projets de décret et écouté une communication. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné un premier décret portant réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur de type taxi, taxi-moto et tricycle affectés au transport public. La loi numéro 2022-023 du 27 décembre 2022 portant loi d'orientation des transports vise l'amélioration du cadre général des transports dans notre pays pour garantir aux usagers de la route une mobilité plus sûre et mieux organisée. Les textes réglementaires qui en découlent ont pour objet de remédier aux questions d'insécurité routière, de pollution de l'air et de non-rentabilité de l'activité de transport public. Le décret pris en Conseil des ministres ce jour réglemente l'exploitation des transports de type taxi, taxi-moto et tricycle. Élaboré en concertation avec les représentants des organisations professionnelles, il instaure d'une part, pour les exploitants de véhicules de transport public, l'obligation d'obtenir une licence délivrée par le ministre chargé du transport routier et d'autre part, l'obligation d'obtenir pour les véhicules une autorisation de transport délivrée par les collectivités territoriales. Sa mise en œuvre permettra une meilleure organisation du transport public, la professionnalisation des acteurs du secteur, une meilleure identification des taxis et de leur périmètre d'activité, de même qu'une amélioration de la sécurité routière et un meilleur confort pour les passagers. Les personnes exerçant préalablement une activité de transport public par taxi, taxi-moto ou tricycle disposent d'un délai de 24 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un deuxième décret portant création, organisation et fonctionnement du cadre de concertation des transports. Conformément à l'ambition 5 de la feuille de route 2020-2025, qui vise à positionner notre pays comme un hub logistique et de services de premier plan, le gouvernement a poursuivi la modernisation des infrastructures routières
portuaires et aéroportuaires. Ceci a naturellement entraîné le développement des activités de transport et l'émergence de nouveaux métiers liés à ce secteur. Le décret crée et organise le cadre de concertation des transports pour permettre que les acteurs du domaine des transports puissent apporter leur contribution aux réflexions et actions visant la réalisation des objectifs stratégiques de développement économique de notre pays dans un cadre formel. Le cadre de concertation des transports est un organe consultatif chargé d'émettre des avis sur les questions intéressant l'organisation, le fonctionnement et la réglementation du secteur des transports terrestres de marchandises et de personnes, ainsi que des professions d'intermédiaires et d'auxiliaires de transport. L'adoption de ce décret permet à notre pays de disposer d'un cadre formel de gestion concertée des questions liées au transport terrestre pour favoriser le développement de services de transport de qualité, compétitifs, durables et fiables, créateurs de richesses et d'emplois. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un troisième décret fixant les règles de création des ligues professionnelles au sein des fédérations nationales sportives. La loi numéro 2021-008 du 7 mai 2021 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités sportives et physiques au Togo a prévu que l'État et les associations sportives nationales travaillent ensemble à la professionnalisation de la pratique des activités sportives en encourageant la création de ligues professionnelles. En vue de définir un modèle économique viable pour le secteur des sports et de renforcer l'attractivité et la compétitivité des sélections nationales, le décret fixant les règles de création des ligues professionnelles au sein des fédérations nationales sportives offre la possibilité aux fédérations sportives nationales de créer en leur sein une ligue professionnelle dans le but de prendre en charge l'organisation des compétitions professionnelles dans leurs disciplines respectives. Le texte va contribuer à transformer structurellement l'écosystème sportif de notre pays en créant le cadre favorable pour l'émergence de sociétés sportives tout en lui faisant franchir un cap qualitatif important vers la sécurité sociale des joueurs et athlètes et l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés de ces sociétés sportives. La création de ligues professionnelles favorisera l'émergence d'une véritable économie du sport qui va soutenir les sociétés sportives évoluant dans la ligue professionnelle et apporter une part significative à l'économie nationale. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un quatrième décret portant création d'un fonds d'appui au secteur social. En conformité avec l'axe 1 de la feuille de route 2020-2025 qui vise le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale et la consolidation de la paix, la part des dépenses sociales dans le budget de l'État est allée en augmentant depuis plusieurs années. Elle s'élève à environ 50% du budget exercice 2023, signe de la volonté de poursuivre et de renforcer les efforts du gouvernement dans les secteurs prioritaires de développement, en l'occurrence la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, l'économie numérique, l'électrification rurale, l'environnement et l'inclusion sociale, financière et économique. Pour soutenir ces efforts, en garantissant la disponibilité de ressources destinées au financement des besoins du secteur social et la transparence dans leur utilisation,
le décret portant création d'un fonds d'appui au secteur social institue un mécanisme permettant de centraliser toutes ces ressources pour un meilleur suivi de leur utilisation. Le fonds d'appui au secteur social a deux composantes. Un fonds d'appui à la couverture santé universelle nationale et un fonds d'appui aux programmes et projets à caractère social entièrement ou partiellement financés par l'État. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une communication relative aux actions de l'Agence de solidarité nationale de 2020 à 2023, présentée par Madame le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Créée par décret numéro 92-031/PMRT du 5 février 1992, l'Agence de solidarité nationale est un établissement public administratif à caractère social chargé de définir et mettre en place une politique nationale et les mécanismes de solidarité, de prendre en charge les personnes vulnérables et de créer et développer les fonctions d'assistance en cas de risque et de calamité. Après plus de 30 années d'existence, l'Agence de solidarité nationale demeure pertinente pour contribuer à la gestion des différentes situations d'indigence et de vulnérabilité. Elle connaît toutefois des contraintes d'ordre opérationnel et des défis liés à son efficacité et à sa gestion. Le chef de l'État a instruit l'ensemble des départements concernés de mener des réflexions visant à proposer un plan de réforme institutionnelle et organisationnelle de l'agence au regard de l'écosystème administratif et des défis actuels de l'indigence et des vulnérabilités. Au titre des divers, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a rendu compte au Conseil des ministres des préparatifs du marché international de l'artisanat du Togo, dont le lancement officiel est prévu le 27 octobre 2023. Pour cette édition, le Mali est le pays invité d'honneur. Le ministre a également rendu compte au Conseil des ministres du lancement de la campagne nationale de commercialisation du soja qui a eu lieu le 18 octobre 2023. Les acteurs du secteur ont convenu de travailler à satisfaire les besoins de transformation locale tout en poursuivant l'exportation de la graine brute conformément aux standards internationaux de qualité pour lesquels notre pays a déjà acquis une notoriété. Fait à Lomé le 20 octobre 2023, le Conseil des ministres. Juste après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, des médias, Yawa Kuigan, a eu des échanges avec les journalistes. Nous écoutons le ministre Yawa Kuigan dans cet extrait de la conférence de presse. Elle a répondu à la question relative au décret portant réglementation de l'exploitation des taxis-motos. La réglementation du secteur des transports qui a fait l'objet d'un texte en Conseil des ministres aujourd'hui répond en réalité à l'objectif que vous avez mentionné. Vous avez dit que sur nos routes, il y a des situations de surcharge, etc. En tout cas, des choses qui sont, on va dire, incompatibles avec le confort, la sécurité des passagers et même la rentabilité de l'activité. Donc, cette réglementation va adopter deux volets. Elle s'applique d'une part aux personnes et de l'autre aux véhicules. En quoi faisant? Pour les personnes, il s'agira d'être agréées, puis de se voir délivrer une licence pour exercer le métier de transporteur dans le domaine du public. Et pour les véhicules, il s'agira d'obtenir une autorisation d'exploitation. Voilà donc les deux volets de cette réglementation. Et vous avez eu raison de dire qu'il s'agit de formaliser
Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de la formalisation, il faut rationaliser, il faut réorganiser dans le sens d'assurer pour nos concitoyens qui empruntent les véhicules de transport du public, que ce soit transport de personnes ou transport de marchandises, d'assurer une mobilité efficiente, d'assurer une sécurité et d'assurer, en dernier ressort, pour les exploitants de l'activité, une rentabilité parce que ce sera professionnalisé, parce qu'on va mettre de l'ordre dedans et qu'avec l'ordre viennent les résultats. L'intégralité de la conférence de presse du Conseil des ministres est à suivre en fin d'édition. Allez, toute autre chose maintenant, le forum Paix et sécurité de Lomé, première édition, un nouveau cadre africain d'échange, de discussion et de partage d'expériences, les défis sécuritaires et les transitions politiques. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe au nom du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Dodoware. Cette diplomatie. Paix et sécurité. Le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé n'en demande pas mieux pour l'Afrique. C'est cette passion que le Togo a pour la paix et la stabilité qui a encore mobilisé à Lomé les acteurs du continent pour des réflexions sur les différents fléaux qui nourrissent l'insécurité, balisent la voie au terrorisme et privent les États d'un développement harmonieux. Pour le président de la République, il y a des enjeux pour lesquels la paix doit être de mise. Le Premier ministre, Victoire Tomega Dogbe, représentant du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé, les évoque devant l'assistance. La construction de l'État. Actuellement, de nouveaux foyers de déstabilisation, de tension et de violence réapparaissent, parfois aggravés par l'expansion des extrémismes, du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. L'enjeu de la centralité de l'État. La mission de protection des citoyens, de sécurité, de développement ne peut s'accommoder d'un État faible, subissant impunément la défiance des entrepreneurs de violence. Le pari démocratique. Le système de gestion de la société est d'autant plus réussi qu'il garantit à tous et à chacun le bénéfice d'un espace de vie, d'expression et d'épanouissement. L'insatisfaction des citoyens. De plus en plus, nous percevons l'expression de ces citoyens qui murmurent avoir perdu confiance dans la pratique démocratique. La multiplication des murmures faisant écho, il est entendu que 3 décennies de démocratisation n'ont pas apporté les bénéfices attendus. Par ailleurs, les périls sécuritaires ont conduit les populations à douter des capacités des États à les protéger. Ils en viennent à exprimer leur défiance vis-à-vis de leurs élus et des institutions de l'État jusqu'à servir de justification aux actions de rupture de la légalité constitutionnelle. La conscience individuelle et collective est appelée à imaginer des mesures correctives idoines pour que notre démocratie inspire plus confiance et que nos institutions soient davantage le reflet de la volonté de nos peuples. Les attentes des jeunes générations, les transitions politiques en cours dans certains pays, tout comme les contextes de transition structurelle que connaissent d'autres pays, partagent une constante qu'est le poids des attentes pressantes et exigeantes des jeunes africaines et africains. Ils réclament notamment d'être plus écoutés, plus de participation politique, plus d'opportunités économiques, plus d'emplois de qualité, plus de protection sociale, une plus large offre en matière de santé et d'éducation. Autant de défis qui appellent à une démarche collective et des actions concertées pour la paix. De cette tribune, je réitère l'engagement du Togo à toujours privilégier les voies pacifiques de dialogue, de concertation et de médiation dans la gestion et la résolution des conflits qui ont coûté à l'économie mondiale 17 500 milliards de dollars en 2022.
En faisant de Lomé la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance, le Togo marque sa pleine disponibilité pour faire vivre l'idéal de paix, socle de l'envol vers le développement. Le Forum de Lomé fera une rétrospection sur les questions de transition et de gouvernance démocratique, de médiation, de dialogue politique, de sécurité, entre autres. Des questions sur lesquelles le Togo est activement présent en Afrique et sur le plan international. La diplomatie togolaise, conformément aux orientations stratégiques définies par le président de la République, le président Faure Issozimna Gnassingbé, sous votre autorité, Madame le Premier ministre, s'est engagé à œuvrer pour une Afrique pacifique, moins vulnérable au choc et audible sur la scène internationale. Le présent forum de Lomé a pour objectif de servir de cadre permanent de réflexion en vue de formuler les recommandations réalistes aux décideurs impliqués que vous êtes dans la gestion des crises politiques et sécuritaires du continent et de fournir un espace pour entreprendre les processus de dialogue et de médiation. Les débats seront sans langue de bois. Les participants devront en sortir avec des solutions adaptées au contexte africain. La cérémonie d'ouverture a été également marquée par d'autres discours. L'Union africaine, les Nations unies sont pour une transition inclusive, une paix durable en Afrique et des actions collectives pour la paix et la sécurité. Le rôle que joue le Togo dans la promotion de la paix en Afrique est apprécié. Dodo Waré. Nous vous félicitons, Madame la Première ministre, pour l'exemple du Togo sur 3 dimensions. D'abord, votre pays est l'exemple vif de l'importance primordiale de la paix et de la stabilité. Ensuite, votre implication dans l'effort pour atteindre la paix et la stabilité dans l'ensemble de la sous-région. Enfin, pour la priorité très accrue que vous accordez au développement durable dans l'inexorable nexus paix, stabilité et développement. Des propos qui confirment Lomé comme la capitale de paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Des valeurs chères que l'ensemble des acteurs ici présents veulent préserver en Afrique. Pour y arriver, chacun a un rôle à jouer. Notre rôle ici, c'est non seulement d'observer et analyser le changement actuel, mais les soutenir. Et ceci doit être guidé par l'esprit de respect, de solidarité et de partenariat, afin de développer des projets durables qui sont des solutions pour non seulement les conflits existants, mais aussi les potentiels conflits et problèmes que nos peuples ont. Ces problèmes, d'après les Nations Unies, résultent de la faiblesse des institutions, l'accès limité des jeunes aux opportunités économiques, des sentiments de marginalisation, entre autres. Ce qui accentue le radicalisme et l'extrémisme violent, sans oublier le terrorisme. Un regard collectif sur ces préoccupations devrait permettre d'anticiper les nouveaux risques pour la paix et la sécurité. L'Union africaine mène des actions dans ce sens. L'Union africaine est en train de travailler avec les communautés économiques régionales, les États membres, afin de promouvoir beaucoup plus de transition démocratique. Avec le PNUD, nous avons mis en place des structures pour soutenir les transitions inclusives au Mali, au Burkina, et au même moment, nous continuons de travailler avec l'Union européenne afin de renforcer les capacités à construire notre Afrique. Une Afrique qui ne peut se développer sans la jeunesse représentée à ce forum.
Par la voix de la Namibienne Émilie Katounan, elle présente ses aspirations. L'aspiration première de la jeunesse est que l'Union africaine ait une autonomie financière permettant à l'Afrique de se développer davantage. Et ceci nécessite la promotion de la solidarité pour faire face aux défis communs. Il nous invite, nous jeunes, à être la voix du changement et les faiseurs de paix en Afrique. Let us all be the voice of the change and the peacemakers for the Africa we want. Faire des jeunes des artisans de paix, mais aussi amener tous et chacun à parler le même langage panafricaniste sur la gouvernance démocratique et les transitions en Afrique. C'est un pari que le Togo veut à tout prix gagner. La capitale togolaise, récemment consacrée capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance, abrite donc la première édition du forum Paix et Sécurité de Lomé, Lomé Peace and Security. C'est au total 6 panels au programme. Yatara Tema. Lomé Peace and Security Forum, un cadre africain d'échange, de partage d'expériences sur la paix, la sécurité et l'avenir de l'Afrique. À cette rencontre, les panélistes relèvent les faiblesses structurelles des transitions politiques en Afrique. Il s'agit bien évidemment d'aspects qui rendent l'Afrique vulnérable en ses structures étatiques. Et aussi, il faut relever le fait qu'il s'agit de facteurs historiques, de facteurs endogènes et de facteurs exogènes. Et à cela, on peut ajouter le fait que l'instabilité au plan économique, au plan politique, au plan humain même et humanitaire sont des aspects qui sont clés quand on évoque la question. L'Lomé Peace and Security Forum vise à développer un nouveau prisme de compréhension et de lecture des transitions politiques en tenant compte des contextes et des dynamiques de leur émergence, ainsi que des enjeux et défis cruciaux relatifs au renforcement de la gouvernance démocratique en Afrique. Et face aux problèmes, les panélistes proposent des pistes de solutions. Il faut que l'Afrique, dans tout son ensemble, puisse être en phase. Parce qu'il ne faudrait pas que certains États construisent pour que l'Afrique puisse émerger et d'autres coalisent avec les ennemis de l'Afrique pour faire sombrer l'Afrique. Ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération. Et aussi, il faut mettre en exergue l'expression pleine de la souveraineté africaine. Alors, il n'y a pas de compromission qui tienne. Parce que quand j'ai écouté Madame le Premier ministre du Togo, j'avoue que j'en étais fière, parce que l'Afrique a toujours connu même la démocratie. Dans la résolution de cette question de fragilité des États, la première question en ce qui concerne les populations, c'est d'abord l'éducation. Ce sera important d'impliquer les acteurs locaux dans le processus de gestion et de règlement de ces conflits. Je pense particulièrement aux autorités traditionnelles qui sont les meilleurs connaisseurs du terrain. Il y a aussi le rôle des jeunes, le rôle des femmes. Pour Lomé, cette première édition s'inscrit dans la continuité des efforts diplomatiques du pays pour offrir une voie alternative et plus africaine sur les questions internationales, ainsi que dans les efforts de promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Des efforts salués par les panélistes. Le Togo a eu un rôle fondamental et nous saluons le rôle du Togo au sein de la CEDEAO. Dans une Afrique en proie à l'extrémisme violent et au changement constitutionnel, il urge de trouver les voies et moyens liés à la consolidation de la gouvernance démocratique en période de transition, et ceux d'ordre sécuritaire auxquels sont confrontées les transitions politiques en chantier sur le continent. À la primature cette semaine, le chef du gouvernement a reçu l'ambassadeur du Nigeria au Togo, Adebowale Adesina, en fin de mission, est allé faire ses adieux à Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Yasmine Kodjia. En fin de mission, l'ambassadeur, son Excellence Adebowale Julius Adesina, est allé faire le point au Premier ministre Victoire Tomega Dogbe quant à sa contribution au renforcement des relations multisectorielles entre le Togo et le Nigeria.
Le diplomate nigérian a exprimé son admiration à l'engagement des Togolais dans le travail, en particulier les jeunes et les femmes. My mission was to promote business, especially formal business trade, between Nigeria and Togo. Essentiellement, nous allons travailler pour la promotion et le développement du commerce. Et il y a aussi le forum entre le Togo et le Nigeria. Donc j'ai travaillé essentiellement à cela, sur le plan éducationnel également. Et donc quand je suis venu au Togo, les gens portaient des masques. On se voyait à peine. Mais nous avons tout fait, nous avons résisté à ce virus. Et aujourd'hui, nous en sommes ici. Et je crois fermement que tout ce que nous allons faire, c'est de maintenir l'équilibre pour pouvoir avancer tous ensemble, main dans la main. Ce que je retiens particulièrement, c'est par rapport au fait que les Togolais, ce sont de grands travailleurs. Et également, j'ai vu que les femmes ici sont des femmes dévouées. Et comme je l'ai dit au Premier ministre, j'ai également vu des jeunes gens qui sont très consacrés aux études. Et donc, ce sont des choses positives. J'ai servi dans d'autres parties du monde. Je crois que le Togo est un des meilleurs pays. But the heart of the people of Togo is something that is incomparable to what we can find in some of the larger countries. Adeboale Adesina a passé en tout 2 ans, 3 mois au Togo comme ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Togo. Après leur nomination et la prestation de serment, les 8 magistrats du tribunal militaire du Togo viennent d'être installés dans leurs locaux et fonctions par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, hier. Cette double cérémonie consacre l'effectivité de la justice militaire au Togo. Isaka Aruna nous en dit davantage. Ces magistrats sont principalement des experts en droit militaire et ils ont dorénavant la responsabilité de juger les infractions à la loi pénale commises par les militaires et les paramilitaires. Ils joueront un rôle central dans le fonctionnement du tribunal militaire et de la cour d'appel militaire en assumant leurs responsabilités avec une profonde compréhension de la gravité et de la sensibilité de leur mission. Nous sommes renvoyés dans l'exercice de nos charges. Ce qui nous reste, c'est de rentrer dans les dossiers qui nous seront confiés, conduire des procès comme cela se fait en droit commun et dans les mêmes principes. Et nous sommes préparés pour ça et nous prions Dieu qui nous assiste afin qu'on puisse aider à rendre justice pour le bien de nos concitoyens, de nos frères d'armes militaires et aussi pour le bien de notre pays. C'est de nouvelles juridictions, c'est une expérimentation. Et nous sommes conscients des défis qui nous attendent et nous allons mettre par la grâce de Dieu tout de notre côté pour relever ce défi à la satisfaction de tout le monde. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a souligné que la création de ces juridictions résulte de la volonté du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, de garantir l'harmonie et la justice pour tous les citoyens togolais. C'est une volonté clairement exprimée par le chef de l'État de voir la justice militaire opérationnelle. Et il a tout mis en œuvre pour cela. Pour rendre la justice, il faut avoir certaines qualités. Il n'y a pas seulement le savoir, mais aussi c'est un devoir de conscience. Et il faut être à même de lever des défis. Et nous leur avons dit clairement qu'étant magistrat, c'est le droit et la conscience. Et c'est ce qui constitue le devoir du magistrat. Respecter l'éthique et la déontologie. Et c'est ainsi qu'on pourra promouvoir le droit dans toutes ses composantes. Que ce ne soit pas des décisions prises à la légère, mais des décisions prises en fonction des éléments de fait et des éléments de droit. Les magistrats des tribunaux militaires sont désormais investis pour traiter des affaires qui relèvent de leurs compétences. Une visite des locaux devant abriter les institutions judiciaires militaires a marqué la fin de cette cérémonie qui balise la voie à son opérationnalisation. Cap sur la région centrale, le ministre d'État Yak Damham y était pour évaluer les travaux de construction des infrastructures d'eau potable à Blita et Sokodé. La réception est prévue pour très prochainement. Désiré Aloy. C'est une urgence, une nécessité pour le gouvernement togolais au travers du ministère en charge de l'eau et de l'hydraulique villageoise d'œuvrer à élargir davantage le réseau de desserte en eau de qualité et en quantité à toute la population. Sur le terrain, des actions sont concrètes au travers des projets et programmes sur l'ensemble du territoire national.
Un exemple, Ableta, avec 3 nouveaux châteaux d'eau de 50, 200 et 350 mètres cubes construits dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable à Agou et Ableta, ouvrage alimenté par 4 forages dont un réhabilité. Projet qui permet d'alimenter 62 bornes fontaines à Ableta Village et à Ableta Gare. À Sokodé, une nouvelle infrastructure, une bâche à eau d'une capacité de 1000 mètres cubes en finition pour renforcer l'ancien château. Des ouvrages visités à Ableta et à Sokodé par le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le général Damhan Yak. Au niveau de Sokodé ici, vous avez derrière moi un château de 1000 mètres cubes. Les travaux sont presque terminés, mais il y a quelques travaux complémentaires à faire. La ville a déjà un château, il y a des travaux complémentaires à faire pour permettre aux 2 châteaux d'être opérationnels à partir du centre de traitement de l'eau qui est à l'Héridé. Nous avons eu à visiter les châteaux nouvellement construits au niveau de Blita avec des forages d'une capacité de 600 mètres cubes qui va vraiment rendre la préfecture de Blita autonome en matière d'eau potable. Les travaux sont presque finis. Maintenant, il ne reste que quelques accessoires à compléter, surtout au niveau de l'électricité. Il y a les groupes, mais il faut maintenant un système qui va amener en cas de coupure par la société que le groupe démarre immédiatement. Nous avons quand même félicité les entreprises et les ont encouragées. Des captages d'eau et des réservoirs, un grand pas, une politique d'adduction d'eau potable du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, pour fournir ces denrées précieuses aux populations. Le président de la République s'est fixé un objectif. En 2025, sur le plan national, qu'on dise les Togolais ont de l'eau à 80%. Aujourd'hui, un grand pas a été fait. Nous avons dans les milieux urbains jusqu'à 71%, milieu semi-urbain 65% et milieu rural 75-78%. Donc nous sommes dans la marge. Je pense que nous sommes en bonne voie. Un peu d'accélération en 2025, vraiment cet objectif puisse être atteint. La feuille de route gouvernementale 2025 se matérialise progressivement dans le secteur eau pour contribuer à faire du Togo un pays émergent qui répond aux objectifs de développement durable. La semaine africaine de la microfinance, l'autre événement qui a fait la une de l'actualité cette semaine au Togo. Les travaux ont pris fin hier. Les conclusions, Christine Pétekialoudé. À la semaine africaine de la microfinance, les délégués des différents pays ont échangé sur les enjeux de financement en Afrique. Le risque climatique est identifié comme une menace. Il fragilise les activités des producteurs. La prise en compte de leur vulnérabilité due aux caprices du climat dans le financement, le développement de nouveaux partenariats et produits innovants adaptés aux besoins du financement font partie des urgences. Nous avons toujours en idée d'atteindre les couches les plus défavorisées. Aujourd'hui, les outils digitaux sont vraiment un facteur très important pour réussir ce pari-là. Il doit y avoir une complicité entre les institutions de microfinance et leurs clients pour qu'ils puissent, dans la co-construction, trouver des solutions innovantes, mais des solutions qui sont aussi adaptées au contexte socio-culturel, au contexte socio-économique et aussi au contexte géographique. La grande messe de la microfinance 6e édition est donc dite avec le soutien du gouvernement. Selon les initiateurs, ce rendez-vous est une réussite. C'est un honneur pour nous, Togolais, et c'est un honneur pour le peuple togolais, et grâce surtout à la stratégie de développement du chef de l'État en matière de la finance inclusive. Nous avons des acquis et à travers des ateliers, les expériences vécues, les expériences avec plusieurs projets, ont permis de mieux comprendre et de porter des expériences, de porter des échanges avec les autres participants. C'était merveilleux d'être accueilli ici au Togo, un magnifique pays accueillant, envergure qu'on ne l'avait jamais encore. Il faut souligner ça aussi, parce qu'avec le nombre de personnes, de plus de 1000 personnes participants et tous les intervenants, ce n'est pas une petite affaire. Plus de 1300 experts du continent venus d'une 60aine de pays ont pris part à la Semaine africaine de la microfinance 2023.
Le Luxembourg est très impliqué dans les questions de la microfinance, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde. En témoigne sa présence lors de la semaine de la microfinance à Lomé. Dodo Arès s'est entretenu avec le ministre de la Coopération et l'Action humanitaire du Luxembourg dans ce sens. Regardez. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, il est étonnant de voir un pays aussi développé économiquement que le Luxembourg et de surcroît un pays européen s'impliquer dans l'organisation d'un événement lié à la microfinance en Afrique. Pouvez-vous nous en donner les raisons? Alors, la SAM qui s'organise cette semaine pour la 6e fois est un événement phare de la microfinance en Afrique. C'est aussi un événement phare pour le Luxembourg parce que nous nous impliquons dans la finance inclusive depuis maintenant 30 ans. Nous avons compris que c'est un instrument idéal pour autonomiser les entrepreneurs, les femmes, les jeunes, les agriculteurs et pour leur donner les moyens de se construire une vie, construire une subsistance. Et c'est pour cette raison que la SAM est vraiment devenue aussi pour nous un rendez-vous très important où se retrouvent tout cet écosystème, tous ces acteurs de la microfinance africaine. Alors, 30 ans dans la finance inclusive, dites-nous, monsieur le ministre, quel regard porte le Luxembourg sur le fonctionnement et l'impact de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté au sein des pays en voie de développement? C'est vraiment un instrument, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. On le voit dans tous les pays où nous sommes actifs, qui sont très largement en Afrique de l'Ouest, que c'est quelque chose qui fait la différence tous les jours. Ce sont des femmes, ce sont des personnes qui autrement n'auraient pas accès au crédit, aux finances, qui peuvent, par la finance inclusive, avoir des prêts, des micro-prêts à des conditions qu'il ou elle n'obtiendrait pas autrement. On voit que voilà, ça permet à des familles de gagner leur vie, ça permet à des familles d'être plus résilientes face à des chocs, de plus en plus des chocs climatiques, mais aussi d'autres accidents de la vie qui peuvent arriver. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. J'ai vraiment pu constater moi-même des exemples nombreux où ça fait une vraie différence dans la vie des gens. Alors, est-ce que vous croyez à l'efficacité de la microfinance pour réduire la pauvreté dans le monde? Oui, absolument. Je crois que c'est un levier vraiment très puissant pour réduire la pauvreté. Sans la finance, on ne peut souvent pas commencer son affaire. Je crois que c'est très simple. On a besoin d'argent pour construire son entreprise, pour avoir une présence sur un marché, pour développer une activité dans l'agriculture, pour tout faire. Hein. Et donc, être en mesure de garantir l'accès à des prêts, à des gens qui autrement en seraient exclus, est vraiment un moyen efficace de lever les gens de la pauvreté et de leur permettre de mener une vie digne. C'est ça la raison essentielle pour laquelle nous le faisons. D'accord. Alors, quelle est la contribution du Luxembourg dans le fonctionnement des institutions de microfinance en Afrique? Il y a différentes sortes de contributions par la gouvernance que nous contribuons à améliorer, mais aussi évidemment par nos ONG luxembourgeoises qui sont financées par le gouvernement luxembourgeois et qui contribuent financièrement à des instituts de microfinance en Afrique. Et ce faisant, évidemment, contribuer au financement des micro-prêts, des microcrédits qui sont ensuite octroyés aux bénéficiaires dans les pays africains. Je crois que c'est ça, et puis évidemment aussi par des initiatives comme celle-ci, comme la SAM, qui est une plateforme où des idées s'échangent, où les acteurs se retrouvent, où il y a ce réseautage qui est essentiel aussi à l'efficacité de cette action qui se met en œuvre. Mais nous avons plein d'autres choses que nous faisons par des fonds d'investissement, des fonds à impact, qui eux aussi vont dans la microfinance. Alors c'est vrai que la SAM est une aubaine pour les pays de partager les expériences entre eux, mais auriez-vous des propositions à faire aux pays africains pour bien réussir
l'usage de la microfinance dans leur politique de développement? Je crois que ce que je vois ici à Lomé me rend très optimiste. Je vois beaucoup d'idées excellentes. Je vois beaucoup d'États africains, des gouvernements qui réfléchissent dans la bonne direction. Je crois que le Togo est un très bon exemple. Vous êtes un des rares pays à avoir un ministère de l'inclusion financière. Vous avez vraiment une action très active pour amener la microfinance dans tous les foyers. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est d'avoir égard au contexte. Je crois que ce qui est important dans la finance inclusive, c'est aussi d'avoir cette culture qui va avec, et elle est différente d'un endroit à l'autre. Donc on ne va surtout pas donner de conseils universels, mais vraiment s'appliquer pour que les idées qui sont contextuelles et qui sont importantes puissent être implémentées dans les pays avec lesquels nous travaillons. Peut-être un dernier mot à ajouter à tout ce que nous avons dit? Un dernier mot, c'est que je pense que c'est un succès formidable. Il y a plus de 1000 participants à cette somme. Je crois que ça donne aussi vraiment un coup de projecteur sur tout ce que fait le Togo en matière de finances inclusives. Encore une fois, ça fait avancer la cause de la finance inclusive, qui est un levier incroyable pour combattre la pauvreté, mais aussi pour combattre le changement climatique, tous ces problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Ce sera tout, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Au registre éducation, la rentrée scolaire de l'université privée Collège de Paris, prévue pour le 23 octobre, lundi prochain, une soirée festive a été organisée pour marquer la fin des vacances. Sandra Ziagbe. Le Collège supérieur de Paris au Togo a célébré avec éclat la rentrée académique 2023-2024 programmée pour le 23 octobre à Lomé. Cette institution d'enseignement supérieur française se distingue par sa quête incessante de l'excellence à travers des formations novatrices dans les domaines du numérique. Pour insuffler une dose maximale d'enthousiasme et de motivation en cette rentrée scolaire, une soirée est orchestrée rassemblant des partenaires d'affaires, des étudiants, des parents d'élèves, ainsi que des membres du personnel de direction locaux et internationaux. La soirée a également été marquée par la remise de distinctions aux étudiants exceptionnels en licence professionnelle. Grâce à eux, j'ai pu faire des stages que je n'aurais forcément pas pu avoir sans être au Collège de Paris. Donc déjà, un grand merci à eux. Merci à tous les formateurs, merci aussi au directeur, merci à toute l'équipe du Collège de Paris supérieur. Et concernant moi, je compte justement continuer en master de marketing digital. Le président du Collège de Paris s'est exprimé avec fierté sur les succès déjà accomplis et a exprimé son engagement à poursuivre dans cette voie. Ils vont avoir l'occasion de coder pour ceux qui sont en informatique, de participer à des hackathons, de participer à des projets internationaux où ils vont rencontrer à distance d'autres étudiants. Ils vont avoir des opportunités de mobilité. Vous avez fait le choix de vous former au métier du futur, au métier de demain. Vous l'avez fait avec une école qui est à la fois une grande communauté mondiale, mais qu'on est à sa deuxième rentrée ici à Lomé. Et donc je crois que c'est un succès et que ce succès, il annonce le succès de nos étudiants. Au sein de ce campus qui a ouvert ses portes dans la capitale togolaise il y a 2 ans, l'école déjà présente dans plusieurs pays à travers le monde a vu une opportunité unique d'expansion. Le Togo est une opportunité pour nous. Contrairement aux études économiques, nous on est venu juste ajouter de la compétence dans la personnalité qu'ils ont déjà, c'est-à-dire une personnalité gagnante. Et nous les accompagnons dans ce sens. Tous nos étudiants qui sortent cette année auront une équivalence américaine et canadienne. Ce qui distingue cette institution éducative, c'est sa vision axée sur l'excellence, soutenue par des formations pratiques dispensées par des enseignants expérimentés et professionnels. De plus, elle offre des possibilités d'insertion professionnelle grâce à son solide réseau de partenaires industriels. En outre, son ouverture internationale permet aux étudiants de poursuivre leur cursus à l'étranger, renforçant ainsi leur expérience globale.
Revenons à présent sur le Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. L'intégralité de la conférence de presse. Bonsoir, Madame le ministre. Je suis Yannick Kofi Akboka. Je viens de la presse en ligne Empreinte News. Sur nos routes, chaque jour, on constate que les taxis motos, les taxis électriques sont souvent surchargés, occasionnant des accidents. Et avec l'examen du projet de décret portant réglementation de l'exploitation de ces engins, dites-nous comment va se faire réellement cette réglementation? Et est-ce un moyen pour le gouvernement d'aller vers la formalisation de ce secteur ou de réorganiser mieux ce secteur? La réglementation du secteur des transports qui a fait l'objet d'un texte en Conseil des ministres aujourd'hui répond en réalité à l'objectif que vous avez mentionné. Vous avez dit que sur nos routes, il y a des situations de surcharge, etc. En tout cas, des choses qui sont, on va dire, incompatibles avec le confort, la sécurité des passagers et même la rentabilité de l'activité. Donc, cette réglementation va adopter deux volets. Elle s'applique d'une part aux personnes et de l'autre aux véhicules. En quoi faisant? Pour les personnes, il s'agira d'être agréées, puis de se voir délivrer une licence pour exercer le métier de transporteur dans le domaine du public. Et pour les véhicules, il s'agira d'obtenir une autorisation d'exploitation. Voilà donc les deux volets de cette réglementation. Et vous avez eu raison de dire qu'il s'agit de formaliser, mais j'ai envie de dire qu'au-delà de la formalisation, il faut rationaliser, il faut réorganiser dans le sens d'assurer pour nos concitoyens qui empruntent les véhicules de transport du public, que ce soit transport de personnes ou transport de marchandises, d'assurer une mobilité efficiente, d'assurer une sécurité et d'assurer en dernier ressort pour les exploitants de l'activité une rentabilité parce que ce sera professionnalisé, parce qu'on va mettre de l'ordre dedans et qu'avec l'ordre viennent les résultats. Toujours dans le secteur des transports, le gouvernement réuni en Conseil des ministres aujourd'hui a examiné un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un cadre de concertation des transports. Dites-moi, quelle sera la valeur ajoutée de ce cadre de concertation et sa composition, si on peut aussi l'avoir, et ses moyens d'action? Le cadre de concertation dans le domaine des transports, j'ai envie de vous dire que la valeur ajoutée en réalité réside dans le mot concertation. Concertation parce que c'est un secteur qui requiert l'attention de beaucoup d'acteurs. Vous avez les transporteurs au sens strict du terme, vous avez les intermédiaires de transport, vous avez d'autres personnes qu'on appelle des auxiliaires de transport, vous avez plusieurs variétés d'engins, des taxis, voitures classiques, des taxis motos, de plus en plus des tricycles. Il était donc important qu'il existe un cadre formel qui rassemble toutes ces personnes, qui ait l'occasion de façon périodique de s'asseoir à un haut niveau, à un niveau stratégique, pour réfléchir aux conditions d'exploitation de ces véhicules, aux conditions d'exercice de la profession et également à ce qui peut intervenir dans la réglementation. Donc, vous avez posé la question de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée réside justement en cela. Le cadre de concertation va permettre que ces acteurs se mettent ensemble et planchent sur tout ce qui concerne le domaine. Le fait de se mettre ensemble pour réfléchir va donner lieu à des solutions consensuelles et concertées, et en cela, ça va impulser une dynamique nouvelle à ce secteur qui emploie beaucoup de nos concitoyens et qui suscite énormément d'intérêt sur le plan économique. Je suis Jean-Claude Bakali du journal africnews.info. Et
Le Conseil de ce jour a examiné et adopté un projet de décret fixant les règles de création des ligues professionnelles de sport. Madame la ministre, qu'est-ce qui a motivé ce décret et dites-nous, qu'est-ce que ce décret compte apporter de nouveau dans le secteur du sport? Le décret fixant les règles de création des ligues professionnelles au sein des fédérations nationales sportives est un texte d'application. Au mois de mai 2021, une loi a été votée qui fixait les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives. Donc, cette loi, pour être mise en œuvre, avait besoin de textes d'application. Donc, ce décret qui a été pris aujourd'hui est l'un des textes d'application qui interviennent dans le domaine de cette loi. C'est un texte de portée générique qui crée en réalité un cadre. Et ce qu'il va apporter, c'est que désormais, les fédérations nationales sportives vont pouvoir créer en leur sein, on a dit chaque fédération peut créer en son sein une ligue. Pourquoi créer une ligue professionnelle? Il existe depuis de longues années dans notre pays le sport à un niveau qu'on qualifie d'amateur. Vont vers là les personnes qui aiment la chose, qui ont un certain engouement pour telle ou telle autre discipline. L'État accompagne, encadre et finance le secteur de sport amateur. Mais le sport est aussi devenu, vous en conviendrez avec moi au fil du temps, une question d'entreprise, une question de société qui s'en occupe de façon professionnelle. Ce texte va donc permettre que les ligues qui seront créées à l'intérieur des fédérations puissent créer elles-mêmes des sociétés de type sportif, mais surtout de type commercial, parce que ce seront des entrepreneurs qui voudront investir de l'argent et avoir un retour sur investissement. Cela oblige donc qu'il soit mis en œuvre un certain nombre de règles et de principes du domaine du privé et appliqués au sport pour que les résultats soient démultipliés. Ça ne veut pas dire que l'État se désengage du secteur du sport. Ça veut dire simplement que nous aurons désormais cohabitant un secteur du sport amateur et un secteur du sport professionnel, mais tout cela requiert au final l'encadrement constant de l'État qui ne cède pas, mais qui fait des délégations et des subdélégations d'un certain nombre de ses compétences. Toujours lors de ce conseil, un projet de décret portant création d'un fonds d'appui au secteur social a été examiné et adopté. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été déjà créés relativement au secteur social. Alors, ce nouveau fonds, quelle sera sa particularité? Pour le fonds d'appui au secteur social qui a été créé par décret en Conseil des ministres, je voudrais vous proposer essentiellement 2 mots. Les 2 mots que je vous propose, c'est centralisation et suivi. Qu'est-ce que la centralisation et le suivi vont produire? Ça va produire davantage de transparence, de mise en cohérence, de coordination, et le résultat de cela, c'est davantage d'efficacité. Vous avez dit qu'il y a plusieurs fonds qui étaient déjà en lien avec le secteur du social. Oui, le secteur du social, et on l'a répété aujourd'hui, est une priorité du gouvernement togolais. Lorsque vous regardez la budgétisation des interventions étatiques, près de la moitié de ces fonds vont vers le domaine social. Mais c'est un domaine qui, pour le moment, est un peu effrité parce que vous verrez que plusieurs départements ministériels touchent à des questions qui, au final, ont un caractère social. Comment faire pour que tous ces fonds, on ne va pas créer autre chose, mais tout ce qui existait déjà, soit réuni dans une synergie? C'est l'objet de ce décret qui a été pris aujourd'hui en Conseil des ministres et qui désormais va faire que l'ensemble des ressources qui étaient déjà affectées à des domaines diversement mis en œuvre, mais dont le dénominateur commun est le caractère social, qui est un domaine important pour la politique de l'État, puissent être mis ensemble pour impulser une meilleure gouvernance globale sur le plan financier. On saura davantage combien on met dans ce secteur et ça va permettre aussi de faire une certaine rationalisation puisque vous savez que lorsque les interventions sont éparses, il est possible qu'il y ait des chevauchements, il est possible qu'il y ait des doublons
et parfois il est possible qu'il y ait des vides. Le fait de mettre tout cela ensemble va faire que les doublons seront identifiés et réglés, et s'il y avait encore des espaces vides, ils seront pourvus. Pouvons-nous donc parler d'un guichet unique dédié au secteur du social? Le fonds d'appui au secteur social n'est pas un guichet qui est destiné à des citoyens qui vont y aller individuellement. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fonds fiduciaire. Et donc, c'est un fonds qui va avoir 2 bras ici encore. Le premier sera destiné à rassembler toutes les contributions qui sont destinées à la couverture sanitaire universelle. Et le second volet va regarder tout ce qui est projet, programme du gouvernement à caractère social qui était déjà précédemment partiellement ou entièrement financé par l'État. Donc ce n'est pas en réalité un nouveau guichet qui va être ouvert, puisque ce fonds ne crée pas de nouvelles structures, mais ce fonds rassemble simplement ce qui existait déjà. Du quotidien national Togo Presse. Le Conseil vient d'écouter une communication relative aux actions de l'Agence nationale de solidarité 2020 à 2023. Madame la ministre, il y a longtemps qu'on n'a plus entendu parler de cette agence, sauf si je me trompe. Est-ce qu'elle est encore opérationnelle? L'Agence de solidarité nationale est toujours opérationnelle. La preuve, c'est que nous avons écouté en Conseil des ministres une communication qui est relative à son fonctionnement sur les années 2020 à 2023. Elle est toujours opérationnelle. Et l'objet de la communication qui a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres était de faire le point donc, au gouvernement sur son fonctionnement. Elle intervient dans plusieurs secteurs. Elle intervient avec une partie de financement et de subventions qui vient de l'État et des différents programmes de l'État, mais également avec des apports qui viennent des partenaires techniques et financiers. Elle intervient dans les situations d'urgence, elle intervient en cas de catastrophe, elle intervient pour prévenir ou pour pallier un peu certaines vulnérabilités. Donc je peux vous rassurer que l'agence existe toujours. Sa vocation, nous ne l'oublions pas, c'est la solidarité. Et la solidarité, chez nous les Africains, est une valeur. Il s'agissait donc, après 30 années de fonctionnement qui, je vous rappelle, a été créé en 1992, de faire le point et de relever tout ce qui peut aujourd'hui être considéré comme des faiblesses opérationnelles, des défis de gestion et des défis d'efficacité. Et donc, vous l'avez vu, le gouvernement a été instruit de réfléchir à impulser une nouvelle dynamique qui fasse que l'agence puisse davantage répondre aux objectifs pour lesquels elle a été mise en place au secours de nos concitoyens les plus vulnérables et dans les situations de catastrophe. Quelle est la situation de la campagne de commercialisation du soja au Togo? La campagne de commercialisation du soja a donc été lancée le 18 octobre 2023, comme il en a été rendu compte au Conseil des ministres aujourd'hui. La situation, et je ne voudrais pas ce faisant parler à la place des acteurs de ce secteur qui sont essentiellement des acteurs de type privé, mais enfin, je peux vous dire qu'il y a eu des discussions au niveau de l'interprofession avec l'implication de certains départements ministériels et qu'un certain nombre d'accords ont été trouvés. Pour les schématiser, je peux vous dire que les acteurs du secteur ont convenu que la priorité de la transformation locale telle qu'elle est choisie et mise en œuvre par le gouvernement va être également servie par ces acteurs. Donc, la filière soja va travailler à nourrir le secteur de la transformation locale. Mais dans ce secteur, le Togo a acquis une certaine notoriété au plan international sur la qualité des exportations, notamment en ce qui concerne la graine biologique. Et donc, les acteurs ont aussi convenu avec l'État que la filière de l'exportation serait maintenue, transformation et exportation dans des proportions qui fassent que les priorités nationales restent maintenues et que les activités du secteur du soja s'alignent avec les priorités de développement du Togo. Les accords ont porté au moment du lancement de la campagne de commercialisation sur la définition du prix plancher Borchamp qui est fixé pour cette campagne
à 200 francs CFA par kilogramme. Je vous remercie de votre intérêt et vous souhaite une très bonne soirée. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, à suivre le concert party de Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et toute son équipe. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyasimbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.